Bonjour, bienvenue à cette présentation webinaire du contenu que nous avons présenté dans le cadre de la tournée de la FCCQ, les ateliers RH Manuvie. Notre objectif est de vous orienter vers des pistes de solutions potentielles ainsi que des innovations qui vous permettront d'adapter vos pratiques afin de faire face aux défis du marché du travail. Nous avons rassemblé des experts de différents champs d'expertise reliés aux ressources humaines qui vous livreront leurs meilleures pratiques que vous pourrez appliquer concrètement par la suite. Nous tenons à remercier nos partenaires présentateurs pour leur implication lors des 14 conférences de la tournée, soit le gouvernement du Québec, Manuvie, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Syntel, Profilsoft, le Bureau de normalisation du Québec et Boomerang.ca. Nous remercions aussi le Fonds de solidarité FTQ pour leur association à notre tournée. Permettez-moi de vous présenter la Fédération des chambres de commerce du Québec. Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec, FCCQ, représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but: favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel. Nous procédons à la présentation. Vous le savez, le marché du travail est en pleine transformation et les bassins de main-d'œuvre traditionnels commencent à s'épuiser. D'un autre côté, les mouvements migratoires sont une réalité du 21e siècle. Cette situation constitue pour plusieurs employeurs une solution intéressante pour trouver des travailleurs potentiels. Cependant, elle pose aussi certains défis d'adaptation des pratiques de recrutement et de gestion interne actuelles afin de s'assurer du succès de cette démarche. Dans cette présentation, vous apprendrez des astuces pour favoriser l'intégration de la gestion de votre main-d'œuvre immigrante. Je suis Benoît Malric, directeur des initiatives stratégiques à la Fédération des chambres de commerce du Québec, et j'aurai le privilège de vous entretenir sur ce sujet. Nous aborderons tout d'abord certaines bases de la relation interculturelle, ainsi que certaines statistiques de l'immigration au Québec qui vous permettront d'avoir un portrait sommaire du contexte dans lequel vous évoluez. Par la suite, vous découvrirez certains modèles et certaines stratégies de gestion de la diversité. Nous finirons par la présentation d'un programme de Service Québec qui peut vous aider financièrement à faire le choix d'intégrer dans votre effectif des personnes immigrantes. Avant de parler plus spécifiquement de la relation interculturelle, il est important de bien comprendre le contexte psychologique qui influence la motivation des êtres humains, et ce sans distinction de culture. Les recherches scientifiques en psychologie sociale démontrent que de la même manière que les êtres humains ont des besoins physiques, soit manger, dormir, respirer, nous avons aussi des besoins psychologiques de base et qu'il faut s'assurer de les combler afin de vivre sainement. Ces besoins sont la compétence, l'appartenance et l'autonomie. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez approfondir vos connaissances en consultant les études de Deci et Ryan. En résumé, tout être humain a besoin de se sentir compétent dans ce qu'il fait et que ses connaissances et ses compétences sont utilisées à bon escient et qu'elles sont reconnues par ses pairs. Concernant le besoin d'appartenance, l'être humain est une espèce vivant en groupe. Il s'agit de la principale caractéristique qui a permis à nos ancêtres de survivre dans un monde sauvage et d'évoluer en créant des sociétés organisées qui nous permettent de résister aux prédateurs et aux aléas de la nature. Cette habitude fait en sorte que nous recherchons le contact de l'autre pour se sentir exister. Ce n'est pas pour rien que les personnes qui souffrent d'isolement se sentent aussi mal. L'importance des relations avec autrui, de sentir que d'autres humains nous considèrent, est un besoin vital. Enfin, ce qui est un peu paradoxal, c'est que bien que nous ayons besoin d'appartenir à un groupe ou à une communauté, nous voulons aussi être libres et autonomes de nos propres actions. Nous voulons pouvoir déterminer le cours de notre vie sans ingérence externe qui réduirait notre propre pouvoir sur nos décisions. Lorsque ces trois besoins psychologiques de base sont comblés, l'être humain ressent un sentiment de bien-être. Il s'agit d'un enjeu de tous les jours qui fluctue avec le temps. Je vous explique ce principe de base pour que vous puissiez prendre conscience de la situation particulière des personnes immigrantes que vous intégrez dans votre entreprise. Si l'on regarde le cheminement traditionnel de l'immigration, la personne quitte son pays d'origine en laissant derrière elle son cercle social, son emploi et ses repères pour vivre dans une nouvelle société qui possède des codes sociaux différents et qui est organisée autrement. Cette situation génère plusieurs risques pour le bien-être de ces individus. Tout d'abord, les compétences de ces personnes sont souvent peu reconnues lorsqu'elles arrivent au Québec.
N'ayant pas de première expérience québécoise ni de référence sur leur nouveau territoire, les nouveaux arrivants vivent souvent une période difficile pour démontrer qu'ils possèdent réellement les compétences qu'ils affirment posséder. Ici, le dicton à beau mentir qui vient de loin s'applique bien puisque la relation d'emploi est une relation de confiance et sans cette validation externe, le doute peut s'installer sur la capacité de l'individu à réaliser le travail souhaité. Dans la majorité des cas, cette situation est inconsciente. On valorise les études faites sur le territoire, car nous pouvons nous y référer et évaluer la pertinence de cette formation en lien avec l'emploi à combler, étant donné que nous sommes issus de ce propre système d'éducation. Parfois, elle est consciente. Nous savons par exemple que certaines appellations de titres n'ont pas le même référent au Québec. J'entends souvent la mention que la formation en génie de certains pays équivaut à un niveau technique au Québec, par exemple. L'individu dans cette situation doit donc faire le deuil de son statut passé pour reconstruire sa vie dans son pays d'accueil, ce qui affecte directement son sentiment de compétence. En ce qui concerne le sentiment d'appartenance, il est facile de comprendre qu'une personne qui a quitté son pays pour un endroit où il ne connaît personne aura de la difficulté à tisser des liens solides avec de nouvelles personnes, principalement s'il s'agit d'un adulte, car les jeunes vivent leur socialisation par le biais du système scolaire. Nous savons tous qu'il n'est pas aisé pour un adulte de se faire de nouveaux amis, d'entrer dans un cercle social déjà existant. À ce sujet, si vous désirez comprendre davantage ce phénomène de socialisation pour les personnes immigrantes, je vous encourage à lire un petit livre nommé L'étranger d'Alfred Schutz. Il représente bien l'évolution du processus qui nous permet de tisser des liens avec des groupes d'une autre culture. N'ayant pas ce réseau, la personne immigrante vivra forcément de l'isolement, ce qui aura un impact sur son bien-être. Les personnes immigrantes peuvent aussi vivre de l'isolement lors de leur intégration dans leur nouveau milieu de travail, particulièrement lorsque le milieu d'accueil est plus homogène. C'est pourquoi vous devez vous assurer de mettre en place quelques astuces pour faciliter cette transition pour vos nouveaux employés, afin d'éviter de créer des groupes distincts selon l'appartenance ethnique. Nous en parlerons davantage dans une prochaine section de cette présentation. Au sujet de l'autonomie, une personne immigrante qui arrive dans un nouveau milieu aura besoin d'un temps pour s'acclimater à ce changement et créer ses repères. Cette situation la rendra plus dépendante de son entourage et limitera sa liberté puisqu'elle n'a pas encore créé une carte mentale de son nouveau territoire ni développé des habitudes qui facilitent la prise de décision. Vivre dans de telles conditions peut devenir épuisant car le cerveau humain est conçu pour être efficient et gère les informations qu'il traite de façon à économiser son énergie avec les faits connus. Par exemple, on peut très bien avoir une discussion passionnante pendant que l'on conduit en se rendant à notre maison, mais lorsque nous sommes dans un nouvel environnement, nous avons besoin de plus de concentration pour suivre notre route. Par cette introduction, je voulais vous faire prendre conscience du contexte psychologique de transition que vivent les personnes immigrantes afin que vous soyez sensibilisés à leurs besoins pour favoriser leur intégration dans votre entreprise. De façon plus spécifique, il existe certaines différences entre les cultures qui peuvent être plus ou moins perceptibles, notamment en ce qui concerne la gestion du temps et de l'espace. Les travaux de Edward T. Hall nous éclairent pour comprendre certaines différences fondamentales influencées par notre lieu d'origine qui peuvent avoir une différence qui peuvent faire une différence dans notre relation à l'autre lorsque l'on immigre dans un nouveau lieu. Tout d'abord, concernant le temps. La culture nord-américaine se représente le temps comme une ligne de temps où chaque événement est un événement unique qui ne peut se reproduire, alors que d'autres cultures ont une perception circulaire du temps. Par exemple, en guise d'image simplificatrice, le soleil s'est levé ce matin, il a été à son zénith, puis est redescendu pour terminer sa course et laisser place à la nuit. Il reviendra invariablement à l'aurore pour reprendre sa course stellaire. De la même façon, pour certaines cultures, ce qui peut être fait aujourd'hui peut aussi être fait le lendemain. Il faut savourer l'instant présent pour ce qu'il est, un présent. Lorsque nous avons la vision linéaire du temps, cette conception peut nous paraître négative, mais elle est simplement différente sans nécessairement être meilleure ou mauvaise. Edward T. Hall nous enseigne aussi que pour certaines cultures, lorsqu'un rendez-vous fixé est à 8 heures, par exemple, 8 heures ne veut pas nécessairement dire 8 heures pile, mais qu'il est 8 heures tant qu'il n'est pas 9 heures. La notion de retard est vraiment différente dans ces circonstances, car une personne qui arrive à 8h50, par exemple, aura le sentiment d'être arrivée à 8 heures puisqu'il n'est pas encore 9 heures, alors que cette signification est bien différente pour les Nord-Américains. Il faut simplement spécifier davantage le cadre de référence et la connotation des mots que nous utilisons en validant leur compréhension chez notre interlocuteur.
Le meilleur moyen est de demander de reformuler dans ses propres mots le sens de ce que l'on voulait lui dire. Pour ce qui est de la notion d'espace, nous vivons au Québec sur un territoire vaste, faiblement peuplé, ce qui n'est pas la situation de la majorité de la population mondiale. L'immigration provenant de l'hémisphère sud vit souvent dans des zones de forte densité où la proximité est tout à fait normale entre étrangers. En Amérique du Nord, il est commun d'avoir une bulle personnelle d'environ la distance d'un bras de diamètre. Dans d'autres cultures, cette distance est d'une main. Dans ces circonstances, pour être confortable lors d'une discussion, entre deux discussions, nous pouvons parfois remarquer que la personne qui a une bulle plus petite a tendance à se rapprocher de celle qui possède une bulle plus large. Cette dernière a tendance à reculer pour regagner son espace privé, ce qui crée une distance trop grande pour son interlocuteur qui se rapproche. Et ainsi s'amorce une sorte de danse relationnelle où chacun tente de regagner la position qui le rendra confortable face à l'autre. C'est pour cette raison que lorsque l'on prend conscience de ce phénomène, qu'il faut accepter un certain compromis pour équilibrer la distance entre les deux intervenants afin que chacun puisse être dans une situation où il se sent confortable. Vous pouvez aussi expliquer à votre interlocuteur ce que je viens de vous expliquer sur la tradition nord-américaine quant à la distance relationnelle afin qu'il s'adapte. L'important encore ici, c'est de prendre conscience qu'il existe des différences et que ces différences nécessitent un certain ajustement, qui n'est pas dramatique et qui se communique aisément lorsque l'on prend le temps de recadrer la relation pour la rendre efficace. Je vous présenterai maintenant quelques statistiques importantes pour vous expliquer le contexte de l'immigration au Québec afin que vous puissiez établir vos stratégies en cohérence avec l'environnement qui vous entoure. Tout d'abord, la FCCQ a fait une analyse de la situation de l'immigration par rapport à celle de l'emploi au Québec et nous constatons que 86 des personnes immigrantes s'établissent dans la région de Montréal, alors que 55 des emplois se retrouvent à l'extérieur de cette région. Il y a donc un déséquilibre quant à la dispersion des personnes immigrantes sur le territoire québécois relativement aux emplois disponibles. Ce déséquilibre peut expliquer en partie la situation du chômage des personnes immigrantes vivant à Montréal, alors qu'il est presque 2 fois plus important que celui des natifs, selon un sondage réalisé par la BDC en 2016. D'autres explications peuvent aussi compléter cette analyse, comme la problématique de reconnaissance des diplômes et la nécessité d'obtenir certaines certifications pour pratiquer leur métier sur le territoire de la belle province. Lorsqu'on le regarde Lorsque l'on regarde les pratiques des entreprises au niveau de l'embauche des personnes immigrantes, un sondage de Deloitte réalisé en 2016 démontre qu'une entreprise sur 20 embauche des personnes immigrantes au Canada. Il faut certainement relativiser cette donnée étant donné que la grande majorité des entreprises au Canada sont des entreprises de moins de 20 employés qui ne recrutent que rarement. Mais il faut aussi tout de même la prendre en considération et se questionner sur ces pratiques inclusives de recrutement, puisque le même rapport de Deloitte explique que les entreprises inclusives voient leurs bénéfices augmenter davantage que celles qui n'ont pas adopté ces pratiques de gestion, soit respectivement de 19 comparativement à 6. Il y a certainement un gain pour les entreprises qui embauchent des personnes immigrantes. Si l'on regarde l'évolution du nombre de personnes immigrantes accueillies au Québec depuis 1994, nous constatons une progression constante. Nous sommes actuellement à un seuil d'admission un peu plus élevé que 50 000 personnes par année. Ce seuil est nécessaire pour continuer, tel que je l'ai présenté dans la présentation sur le marché du travail, à rester au niveau démographique en lien avec les emplois qui ont été créés. Il est important de comprendre certaines caractéristiques de cette immigration pour bien figurer les contextes différents du parcours des différents types d'immigration. Au Québec, la majorité de l'immigration, soit 67 d'effectifs, provient du processus d'immigration dit économique, qui comprend à la fois les travailleurs qualifiés et les gens d'affaires. Ce premier type d'immigration est sélectionné selon une grille de sélection où l'individu faisant la demande de résidence permanente obtient des points selon sa situation personnelle, soit, entre autres, son niveau de scolarité, son domaine de formation, son âge, son expérience professionnelle, sa connaissance du français pour le Québec, son expérience au Québec lors d'un séjour passé et sa situation familiale. Le Québec ayant rapatrié le pouvoir de choisir les personnes immigrantes qu'il accepte du fédéral, effectue sa propre sélection suite à celle du ministère de l'Immigration fédérale. Cette façon de sélectionner crée la situation que nous vivons actuellement,
soit une certaine inadéquation entre les qualifications des personnes immigrantes reçues et les postes disponibles sur le territoire du Québec, puisque les emplois de type journalier, opérateur manœuvre, ou bien ceux de niveau de la formation professionnelle et technique obtiennent moins de points que les personnes possédant un diplôme universitaire, à l'exception de la liste de traitement simplifié, qui prend en compte les domaines d'emploi où la rareté de main-d'œuvre se fait davantage sentir et pour laquelle le gouvernement a identifié un déficit local. Il faut comprendre que ce type de sélection a été développé alors que le taux de chômage au Canada était beaucoup plus élevé qu'actuellement et que le gouvernement travaille présentement à trouver des solutions pour améliorer cette situation. Quant aux gens d'affaires, ils doivent posséder un capital net de plusieurs centaines de milliers de dollars selon le programme auquel ils appliquent afin d'investir, de partir des entreprises, d'acheter des entreprises ou d'acheter des immeubles sur le territoire canadien. Ce que nous devons comprendre par ce processus est que 67% des personnes immigrantes admises au Québec ont fait un choix réfléchi pour s'établir sur notre territoire, qu'ils ont passé par un processus qui peut être long et exigeant pour réaliser leur projet et qu'ils possèdent une formation de haut niveau. Il s'agit donc de personnes qui souhaitent s'intégrer à leur culture d'adoption. Au Québec, nous avons fait le choix d'appliquer une politique d'interculturalisme plutôt qu'une politique de multiculturalisme. La différence est que nos programmes sociaux d'intégration visent à favoriser le lien entre la culture d'origine de l'individu et la culture québécoise afin que les individus puissent vivre selon leurs valeurs locales tout en partageant ce qu'ils désirent de leur culture, contrairement au multiculturalisme où l'ensemble des différentes cultures cohabitent sur un même territoire sans nécessairement avoir de lien entre elles. Le deuxième type d'immigration est composé du regroupement familial. Il s'agit essentiellement des conjoints, conjointes, enfants et parents des personnes déjà admises et résidant sur le territoire du Québec qui font une demande de réunification familiale. Ces personnes viennent rejoindre les membres de leur famille dans notre pays pour y vivre. Ils n'ont pas passé par le même processus que l'immigration économique, mais leur désir de vivre au Québec est partagé puisque ce type de décision est souvent une réflexion familiale plutôt qu'individuelle. Ils peuvent cependant avoir un certain besoin pour favoriser leur intégration, comme l'apprentissage de la langue ou bien la nécessité de suivre une formation qualifiante pour pouvoir travailler au Québec. Le dernier cas minoritaire représente les cas les plus médiatisés et souvent ceux qui font le plus sensation, car il s'agit de l'immigration humanitaire. Par exemple, les réfugiés syriens quittant une zone de guerre et étant dispersés dans les pays d'accueil à travers le monde, ils ne suivent pas le processus de sélection normal. Nous les acceptons pour les protéger d'une situation menaçant leur vie dans leur pays d'origine. Pour cette raison, ils ne connaissent pas nécessairement une des deux langues officielles du Canada et n'ont peut-être pas une formation qualifiante ou la capacité de démontrer qu'ils la possèdent en raison du contexte de leur départ. Parfois, leur famille est divisée et dispersée dans plusieurs pays. Il s'agit souvent d'une situation temporaire, dans l'attente que la situation de leur pays d'origine soit plus clémente. Les personnes qui arrivent par l'immigration humanitaire sont dispersées sur le territoire du Québec, dans les villes d'accueil. Ils ne sont donc pas concentrés sur le territoire de Montréal. En connaissant le contexte d'immigration de vos futurs employés, vous pourrez mieux adapter les services que vous leur offrirez pour favoriser leur intégration et les référer aux organismes pouvant les aider dans leurs projets. Voici rapidement quelques autres statistiques notables à connaître concernant l'immigration. 65% des personnes immigrantes ont une connaissance fonctionnelle du français. Le groupe qui maîtrise le moins le français se retrouve dans la catégorie de l'immigration humanitaire. 72% des personnes immigrantes au Québec dans la catégorie immigrants économiques possèdent une scolarité équivalente ou supérieure à un baccalauréat. 66% des personnes immigrantes ont moins de 35 ans. C'est donc dire que nous souhaitons que ces personnes puissent contribuer à notre économie et à notre taux de natalité. Il est aussi intéressant de connaître la provenance des personnes immigrantes, puisque leur caractère culturel aura un impact sur leur intégration. Au Québec, comme nous privilégions la connaissance du français, les personnes immigrantes proviennent majoritairement des pays francophones, de la francophonie, soit le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Europe occidentale et septentrionale, la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, principalement les pays d'origine latine, vient ensuite l'Amérique du Sud, puisque l'espagnol est une langue sœur du français. Comparativement aux autres provinces du Canada où l'immigration n'a pas nécessairement la barrière de langue française. Leurs bassins proviennent majoritairement des Philippines et d'Asie. Lorsque l'on connaît
les pays d'origine d'un individu, nous pouvons établir son profil culturel. Les études d'Ofsted sont un modèle fort intéressant pour comprendre les différences culturelles afin de s'y adapter. Débutées en 1984, les recherches d'Ofsted visaient à comprendre les différences dans la culture organisationnelle d'IBM dans ses filiales de 124 pays différents. Cette étude fut actualisée au début du 21e siècle et plus de 100 000 personnes furent sondées. Ofsted a découvert que selon les pays d'origine, certains comportements ou habitudes pouvaient être expliqués par la provenance culturelle. Il a déterminé 6 dimensions construites sous forme de continuum permettant d'évaluer l'intensité d'une dimension. Ces dimensions sont les suivantes. Le niveau hiérarchique. Par exemple, au Québec, nous avons une hiérarchie plus aplatie que la France, où la distance hiérarchique est plus grande. Cette dimension se représente concrètement par le fait qu'au Québec, un employé peut s'adresser informellement à un supérieur de son supérieur immédiat, par exemple un président ou un vice-président, sans que ce soit mal perçu par la ligne hiérarchique, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres cultures plus hiérarchisées, comme la Chine, par exemple. La deuxième dimension est l'aspect individualiste d'une société par rapport à son aspect collectif. C'est-à-dire, est-ce que l'individu fera passer ses besoins personnels avant ceux de la collectivité dans ses décisions? En Amérique du Nord, nous sommes réputés pour être de nature individualiste, comparativement à un pays comme l'Allemagne, où les décisions collectives priment sur les besoins des individus. C'est pour cette raison que Walmart, par exemple, a eu de la difficulté à s'implanter dans ce pays dans les années 90, étant donné que leur politique d'achat ne favorisait pas l'achat local. Les Allemands, souhaitant contribuer collectivement à leur pays, ont fait le choix de ne pas se rendre chez Walmart et de cette façon de privilégier leurs besoins collectifs à leurs besoins individuels. La troisième dimension est le facteur masculin par rapport au facteur féminin. Ici, on n'entend pas une société patriarcale ou matriarcale, mais plus une société ayant une propension à favoriser l'aspect compétitif ou l'aspect coopératif. Certains pays arabes ont une relation compétitive très forte dans leur relation envers l'autre, alors que certains pays latino-américains ont une vision plus coopérative, selon Hofstede. Il est important de mentionner qu'Hofstede ne qualifie pas de positive ou négative ces dimensions. Il s'agit essentiellement du trait culturel observé, et du positif et du négatif peuvent être trouvés dans chacun de ces aspects. La quatrième dimension est l'inconfort face à l'incertitude. Certains pays ont tendance à être plus conservateurs dans leurs choix et se référer davantage à la tradition pour prendre leurs décisions, alors que d'autres sont plus innovants et prendront davantage de risques puisqu'ils sont confortables avec l'ambiguïté que le changement apporte. Quant à la cinquième dimension, il s'agit de l'orientation long terme par rapport à l'orientation court terme. Certains pays sont plus visionnaires dans leur planification et se projettent loin dans l'avenir, alors que d'autres réagissent davantage à court terme aux aléas du présent. Enfin, la sixième et dernière dimension consiste au système de récompense que les cultures s'autorisent. En Amérique du Nord, nous sommes plus hédonistes et nous aimons célébrer nos réussites. D'autres cultures ne voient pas la nécessité de célébrer ou de rétribuer une action qui devait aboutir ainsi. Lorsque l'on comprend ces différentes dimensions, nous pouvons mieux expliquer les comportements des individus en prenant conscience de leur bagage culturel. Il ne s'agit pas d'un modèle exact qui peut être appliqué à tous dans toutes les circonstances, puisqu'il y aura toujours la dimension individuelle de la personnalité qui viendra agir sur le comportement. Cependant, ces dimensions culturelles sont suffisamment bien construites et représentatives pour être une référence dans les relations interculturelles. Vous pouvez construire sur le site d'Ofsted des tableaux comparatifs entre deux nations comme ceux-ci. J'ai voulu vous présenter l'analyse de 4 dimensions entre la nation québécoise et la nation canadienne pour vous montrer que même si nous vivons dans le même pays, nous avons des modalités d'interaction différentes selon notre culture. Ces différences sont encore plus marquées lorsque l'on les compare avec la Chine, qui est un pays éloigné du Canada, pas seulement au niveau géographique, mais aussi sur le spectre culturel, notamment au niveau de la distance hiérarchique ou de la dimension individualiste et collectiviste. Ainsi, vous pourrez évaluer le niveau de concordance entre la culture de votre organisation, de vos départements et celle des pays d'origine de certains candidats afin de les placer dans une situation plus propice à leur épanouissement et à leur productivité. Par exemple, une personne provenant d'une culture plus conservatrice aura plus de facilité à s'adapter dans une culture organisationnelle plus formelle où l'ambiguïté des tâches est faible.
Maintenant que nous avons mis les bases de la relation interculturelle, comment pouvez-vous utiliser ce savoir pour vous préparer à bien intégrer les personnes immigrantes que vous recruterez? Il existe une littérature abondante concernant la gestion de la diversité, puisque sa définition n'inclut pas uniquement la relation avec les différentes cultures dans une organisation, mais bien la gestion de l'ensemble des différences que nous pouvons retrouver dans une entreprise, telles que les différentes générations, les différentes orientations sexuelles, les différentes situations d'incapacité physique ou psychologique, et etc. Ici, nous concentrerons sur certains aspects de la communication interculturelle et du développement organisationnel visant à mieux accompagner les personnes immigrantes, mais ils peuvent aussi s'appliquer à d'autres publics. Tout d'abord, la première étape est de faire une introspection organisationnelle pour bien comprendre les opportunités et les limites présentes dans votre entreprise. En évaluant les valeurs formelles et en découvrant celles informelles, vous pourrez bien comprendre dans quelle situation vous vous trouvez et vous pourrez ainsi agir en conséquence. Vous avez plusieurs façons de procéder. Certaines sont plus officielles et d'autres plus relationnelles. Selon ma perspective, étant donné la nature sensible du sujet pour certaines personnes, vous pouvez procéder par des discussions informelles autour de la machine à café ou à tout endroit propice pour parler avec les gens des différents départements sans qu'il n'y ait de cadre ni de procédure formalisée. Ciblez les leaders de votre organisation, ceux qui ont de l'influence dans les différents groupes d'employés, et demandez leurs conseils quant à votre projet de recruter des personnes immigrantes. Demandez-leur leur avis sur l'ouverture des différentes équipes à accueillir des personnes de cultures différentes. Demandez-leur s'il y aurait certains risques ou difficultés à anticiper et de quelle façon est-ce que l'intégration de personnes de cultures différentes pourrait se faire. Vous serez sûrement surpris de constater l'effet de mobilisation que cette pratique peut avoir sur vos employés. Ils vous partageront leurs histoires personnelles et vous donneront des conseils fort utiles pour développer votre stratégie d'inclusion. Vous amorcerez aussi l'effet rumeur au sein de votre effectif. Le sujet fera son petit bout de chemin et les réactions se feront sentir. Si certaines personnes vivent de l'inconfort quant à l'anticipation de ce changement, vous pourrez en déceler les signes avant-coureurs et préparer le terrain. Certains viendront peut-être vous dire clairement leur opposition quant à cette proposition, ou bien ils pourront parler de leurs craintes ou de leurs préjugés. L'objectif ici est de s'assurer de laisser place aux différents avis pour évaluer la capacité de vos différents départements à bien accueillir les personnes immigrantes dans votre entreprise. Vous pourrez par la suite former quelques focus group afin de discuter des différentes appréhensions et opportunités que votre décision pourrait soulever suite à l'effet rumeur. Vous aurez alors un meilleur aperçu de l'état d'ouverture des différents départements et du travail effectué pour réduire les risques d'isolement de vos nouveaux employés. Ce sera aussi un moment idéal pour tester certaines idées d'intégration auprès de vos employés et de recueillir leurs suggestions. Une fois que vous sentez que vous avez suffisamment d'informations pour analyser la situation actuelle de votre organisation face à la diversité, vous pouvez cibler les départements qui auront le plus de facilité à s'adapter pour en faire des projets de pilote et préparer une communication officielle pour affirmer votre vision quant à la question. Il est important, lorsque vous ferez cette communication, de débuter avec les raisons qui vous amènent à vous tourner vers cette solution, d'énoncer les risques potentiels entendus, de proposer des solutions et de communiquer le bénéfice pour les employés à intégrer les nouveaux employés de cultures différentes. De cette manière, vos employés comprendront votre vision ainsi que la réflexion derrière vos stratégies de développement de votre organisation. En gérant efficacement cette phase de planification, vous sauverez bien du souci par la suite. Cette phase peut prendre d'1 à 2 semaines d'exécution selon la taille de votre organisation. La seconde phase de votre processus est la phase de préparation. Vous devez vous interroger sur vos pratiques internes d'intégration. Ça peut sembler évident au premier abord. Cependant, je constate dans ma pratique que beaucoup trop d'employeurs au Québec recrutent un nouvel employé, lui assignent son poste de travail et le laissent commencer son travail sans nécessairement l'accompagner dans les premières semaines de son arrivée. Ou bien que la définition de autres tâches connexes représente plus de la majorité des tâches que l'employé devra effectuer dans sa fonction de travail. Il s'agit d'une particularité culturelle de notre culture. Nous agissons souvent de façon informelle en s'adaptant aux situations lorsqu'elles surviennent plutôt que de les anticiper et de les préparer comparativement à la culture canadienne, par exemple, des autres provinces où les procédures sont écrites et suivies à la lettre. Je pourrais vous expliquer en détail la provenance de ce trait caractère collectif, mais là n'est pas le propos. Dans un premier temps, vous devez valider vos procédures d'intégration de l'ensemble des employés.
Quelles sont les étapes à suivre lors de la première journée? Quelles sont les personnes clés à rencontrer dans l'organisation? Comment fait la gestion du matériel de l'employé? Comment accompagnez-vous votre employé dans sa première semaine? Avez-vous une procédure de suivi après 2 ou 3 semaines de travail pour discuter des attentes de votre nouvel employé et de son expérience jusqu'à présent? Bref, l'idée ici, c'est de se mettre dans la peau d'une personne extérieure à votre entreprise qui tente d'en faire partie et de quelle manière favoriserez-vous son processus et lui donner tous les outils pour avoir une vision d'ensemble de votre organisation et comprendre son rôle complémentaire aux autres. En ayant ceci en tête, vous aurez peut-être des changements à faire concernant une personne qui provient d'un autre pays pour qu'elle comprenne bien la culture interne de votre entreprise et que vous puissiez bien comprendre quelle est sa programmation mentale quant à la façon d'agir sur le milieu de travail. Par exemple, dans certaines cultures, il est tout à fait normal de faire une sieste à son bureau sur l'heure du midi. Dans d'autres cultures, les échanges où la voix monte peuvent être tout à fait normales et sains. Ce n'est peut-être pas le cas dans votre entreprise et certains comportements pourraient laisser une mauvaise première impression. Je pense par exemple à l'aspect ponctualité. Si votre organisation est suffisamment grande pour avoir un niveau de superviseur de vos opérations, vous devez peut-être aussi sensibiliser le supérieur hiérarchique direct de votre nouvel employé aux particularités culturelles professionnelles à prendre en considération. Pour certaines cultures, regarder un supérieur dans les yeux est un signe d'affront. Pour d'autres, ne pas le faire est un manque de respect. Dans un deuxième temps, questionnez-vous sur vos pratiques plus informelles. Organisez-vous des activités d'accueil pour favoriser la création des liens entre vos employés? Avez-vous planifié des activités qui favorisent l'esprit d'équipe? Une des meilleures pratiques pour intégrer une personne immigrante à ce niveau est l'organisation d'un potluck, où chacun des employés amène un mets cuisiné de son choix pour le partager avec les autres. Votre nouvel employé provenant d'une autre culture pourra préparer un mets typique, par exemple, ce qui suscitera des discussions fort intéressantes sur sa culture. Faites simplement attention de bien connaître les allergies de vos employés pour éviter des tracas. L'idée ici est de créer un contexte qui favorise les échanges, puisqu'ayant peu de référents communs, les individus de différentes cultures n'ont souvent pas de base sur laquelle bâtir une relation. Ne sachant pas comment démarrer une conversation, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils partagent qui pourrait les unir, les gens se limitent souvent à des formules de politesse sans chercher à découvrir l'autre. Une autre idée est d'organiser un bingo des affinités. Vous faites un mini sondage pour connaître les passions de vos employés ou leurs loisirs. Vous confectionnez une feuille de style bingo où vous placez de façon aléatoire les passions et les loisirs de différents employés en vous assurant que chacune des feuilles est différente et que tout se retrouve sur plusieurs feuilles. Vous invitez par la suite vos employés à découvrir le maximum de personnes qui ont répondu à l'élément sur la feuille. Comme un bingo, vous pouvez attribuer différents prix à ceux qui terminent une ligne verticale, une ligne horizontale, une ligne diagonale et une feuille complète. Cet aspect ludique entraînera un certain échange entre vos employés et vous pourrez ainsi générer des discussions en dehors du cadre professionnel. Les prix peuvent être des items comme des chandails, des casquettes ou bien des privilèges. Bref, vous pouvez user d'imagination pour susciter l'intérêt de vos employés. Ce ne sera peut-être pas tous qui participeront. Cependant, ceux qui le feront découvriront sûrement des aspects de leurs collègues qu'ils ne connaissaient pas, ce qui améliorera les relations internes et favorisera la productivité. Enfin, dans un troisième temps, identifiez vos leaders positifs informels du même niveau hiérarchique de votre nouvel employé et demandez-lui d'être le référent de celui-ci. Avoir un père vers qui un nouvel employé peut se tourner pour poser certaines questions plus sensibles est fort utile afin de contribuer au processus d'adaptation de l'individu et son intégration dans le groupe. Par exemple, dans une entreprise où la fin du quart de travail est à 17 heures, mais où la majorité des employés continuent à travailler passé 7 heures, il peut être stressant pour un nouvel employé de comprendre la distinction entre la consigne et la pratique. En se tournant vers un père, il pourra, sans craindre d'être mal perçu à ses débuts, demander certaines précisions pour mieux comprendre le contexte de la situation. Cette personne pourra aussi introduire le nouvel employé à son propre groupe de connaissances afin d'éviter l'isolement de celui-ci. Vous comprendrez que les éléments les plus importants à prendre en considération sont de s'assurer d'avoir une communication efficace où vous ne prenez pas pour acquis la compréhension du langage utilisé de la personne, même si vous parlez la même langue. La mise en place d'un processus visant à réduire l'isolement de votre nouvel employé et la clarification des pratiques internes souhaitées par rapport aux pratiques vécues par la personne dans son pays d'origine sont aussi des éléments fort essentiels. En ayant ceci en tête, vous pourrez plus aisément intégrer vos employés provenant de l'immigration
et vous contribuerez à la rétention de leur expertise. La FCCQ a développé un programme novateur pour favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions du Québec et aider les employeurs à trouver les employés qu'ils recherchent. Premièrement, un recrutement général des personnes immigrantes en recherche d'emploi qui ont un intérêt à vivre dans les différentes régions du Québec. Ces personnes sont accompagnées par les organismes spécialisés dans la régionalisation de l'immigration pour les outiller à développer leur projet de s'établir en région. Par la suite, nous recrutons des employeurs qui ont des emplois disponibles et nous effectuons une préqualification des individus pour les postes affichés. Nous utilisons pour ce faire un logiciel qui permet d'automatiser l'arrimage des compétences disponibles aux emplois à faire. Ce logiciel évalue aussi la concordance culturelle entre les individus et l'organisation afin de faciliter le processus d'intégration. Une fois que nous avons suffisamment de personnes immigrantes et d'entreprises intéressées, nous organisons un séjour exploratoire dans une ville d'une région ciblée où des entrevues sont planifiées entre les candidats et les employeurs. Un employeur peut donc rencontrer plusieurs candidats préqualifiés et un candidat peut rencontrer plusieurs employeurs qui l'intéressent. Par la suite, un dîner est organisé où des allocutions de personnalités locales telles que le maire, des députés provinciaux et fédéraux et des personnes immigrantes ayant fait le choix de la région sont planifiées. Une présentation des attraits de la région est aussi faite pour contextualiser le milieu de vie pour les personnes immigrantes. Par la suite, nous organisons un tour guidé animé de la ville en autobus où nous présentons un quartier résidentiel, le centre-ville, les infrastructures de santé, d'éducation, de loisirs, et etc. Le but ici est de répondre aux questions des personnes immigrantes quant à leur installation locale et de leur faire découvrir leur nouveau milieu de vie potentiel afin de nourrir leurs réflexions. La ville visitée n'est plus simplement un point sur une carte, mais une réalité aux yeux des personnes immigrantes. Ainsi, elles deviennent des ambassadeurs de la région auprès de leur communauté, ce qui favorise l'intérêt de plus de travailleurs potentiels à s'y installer. Nous effectuons 2 périodes par année de séjour exploratoire, soit à l'automne et au printemps. Les activités sont organisées en collaboration avec les chambres de commerce présentes sur le territoire, ainsi que les organismes spécialisés dans l'accompagnement des personnes immigrantes. De cette façon, nous créons un réseau de contacts pour les personnes immigrantes qui favorisera leur installation et leur recherche d'emploi. En vivant cette expérience en groupe, les personnes immigrantes peuvent ainsi développer un réseau de soutien par les pairs qui contribuera à leur maintien dans la région. Les régions ciblées sont l'Abitibi-Témiscamingue, Capitale-Nationale, le centre du Québec, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, les Laurentides, la Montérégie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous procéderons à partir de septembre 2018 à une préinscription des employeurs intéressés. Vous pouvez contacter votre chambre de commerce locale pour signifier votre intérêt entre-temps. Pour terminer ce webinaire sur l'intégration des personnes immigrantes en emploi, j'aimerais vous présenter le programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi, PRIM. L'objectif, c'est de soutenir l'intégration dans un premier emploi durable dans leur domaine de compétences de nouveaux arrivants et de personnes issues d'une minorité visible. Il s'agit d'une aide financière offerte qui couvre une partie du salaire de la personne embauchée et, selon certaines conditions, l'aide financière peut aussi couvrir le coût de son accompagnement ou des formations d'appoint. C'est un programme de Service Québec et l'ensemble des employeurs sont admissibles à l'exception de certaines inclusions. Je vous invite à communiquer avec votre centre local d'emploi et votre conseiller aux entreprises afin de connaître si vous pouvez faire partie de ce programme. Les personnes admissibles sont des personnes sans emploi ou sous-employées et n'ont pas d'expérience de travail nord-américaine dans leur domaine de compétences, ou sont des personnes immigrantes ayant obtenu leur résidence permanente depuis moins de 5 ans, ou bien des membres d'une minorité visible, qu'elle soit née au Canada ou à l'étranger. Les emplois admissibles, le programme vise l'intégration à un emploi durable, soit d'au moins 30 heures et d'au maximum 40 heures par semaine. Le salaire versé doit respecter l'échelle salariale en vigueur au sein de l'entreprise ou correspondre au salaire habituellement versé pour une occupation similaire. Le temps supplémentaire n'est pas couvert par la subvention et le poste doit être vacant ou additionnel. Vous ne pouvez pas mettre une personne à la porte et engager une personne sur l'aide financière du gouvernement. L'objectif est d'avoir un emploi durable. La durée de la subvention peut durer jusqu'à 30 semaines
ou moins, suivant les évaluations par Service Québec. Il est important de consulter votre conseiller aux entreprises de Service Québec pour connaître les détails de votre participation au programme Prime. Cette subvention peut couvrir jusqu'à 70 du salaire brut de la personne, ce qui exclut les charges sociales de l'employeur. Le montant de la subvention ne peut toutefois pas excéder l'équivalent du salaire minimum en vigueur et l'adaptation des pratiques et des outils de gestion en ressources humaines peuvent être financés. Il existe aussi un autre programme que j'appellerais un peu le petit frère de Prime, qui se nomme le programme IPOP, c'est-à-dire l'intégration en emploi des personnes formées à l'étranger, référées par un ordre professionnel. Il s'agit essentiellement euh, d'un programme qui s'aligne avec la mesure Prime. Cependant, la distinction est que l'emploi est sous un ordre et avec des actes réservés. Donc, vous devez faire une demande à l'ordre professionnel qui remet à la personne une lettre d'attestation pour participer au projet HIPOP. Cette lettre d'attestation nous permet de confirmer que la personne peut pratiquer sur le territoire québécois. Service Québec a mis en place aussi de nombreux services pour les employeurs pour vous aider dans la situation actuelle. Vous avez des services conseils en gestion de ressources humaines si vous avez un département de ressources humaines et que vous voulez l'améliorer, ou bien si vous souhaitez structurer un nouveau département de ressources humaines, Service Québec peut vous accompagner dans la mise en place de ce département. Vous avez aussi MFOR, la mesure de formation de la main-d'œuvre, où vous pouvez obtenir une aide financière pour offrir des formations à certaines personnes, à certains de vos employés qui doivent actualiser leurs compétences pour rester en emploi, notamment. Service Québec a aussi développé une trousse d'outils pour les ressources humaines. C'est une trousse d'outils fort intéressante et ces outils vous permettent d'améliorer votre gestion des ressources humaines à l'interne. Il s'agit de la présentation que je souhaitais vous faire sur l'intégration des personnes immigrantes en emploi. J'espère que cette présentation aura été bénéfique pour vous. C'est un domaine tout nouveau, la gestion de la diversité pour nos organisations. Le contexte de mondialisation est une réalité du 21e siècle et s'accélérera dans les prochaines décennies. Je vous invite donc à poursuivre votre formation et l'acquisition de connaissances dans ce domaine puisque ce sera une réalité pour les entreprises du Québec dans le futur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée.